Voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter une partie de la littérature de neurosciences, mais pas tant que ça finalement, hein. Il y a des éléments que je présente en cours où je mets beaucoup plus de cerveau que je vous en montrerai aujourd'hui. Je vais plus m'intéresser à des aspects de psychologie que de neurosciences. Et l'objectif, ça va être d'essayer de vous présenter l'étude de ce qu'on appelle nous les processus émotionnels ou les émotions, à travers un angle, un éclairage particulier qui, je l'espère, est un éclairage qui permettra de faire écho à un certain nombre de questionnements qui peuvent exister dans la littérature écrite par Gilbert Durand. Alors, notamment, il y a 2 points que je souhaite que vous ayez en tête un moment quand je vous présenterai ensuite des travaux qui s'éloigneront, bien sûr, directement d'un lien avec les structures de l'imaginaire. C'est l'idée que Durand va s'opposer à ce qu'il appelait la Denkpsychologie ou psychologie de la pensée, qui n'est pas un courant qui a eu un poids très fort en France, en psychologie, dans l'étude de la psychologie en France, mais qui finalement va être englobé dans quelque chose qui, pour le coup, reste le courant dominant en psychologie mondiale et donc y compris dans les laboratoires français, qui est la psychologie cognitive, hein. Et donc la dominance de l'approche cognitiviste et du modèle de l'intelligence artificielle ou de l'ordinateur dans les années 70 a sans doute été un point sur lequel certains rapprochements, mais certaines oppositions pouvaient exister dans les concepts de l'imaginaire. Et je vous montrerai en quoi cette difficulté-là, on l'a aussi rencontrée dans les sciences affectives, quand on a voulu essayer d'étudier ce concept-là dans un domaine qui, à l'époque, était largement dominant et qui prônait plutôt l'existence de fonctions cognitives de haut niveau, représentatives de l'être humain, la réflexion, la prise de décision, le raisonnement, etc. Et donc, comment les émotions ont réussi finalement, ou ont dû s'imposer ou démontrer de leur pertinence dans un modèle qui lui laissait peu de place. Le deuxième positionnement, c'est plutôt sur celui-ci où je reviendrai de manière assez répétée. C'est l'existence, comme on l'a répété depuis plusieurs présentations aujourd'hui et hier, d'un lien proposé par Durand entre le corps et la construction de l'espace mental. Et c'est un lien qui va être, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est le point que je vais essayer de vous montrer comme étant un questionnement existant pour les émotions, qui va être médiatisé par un certain nombre de choses. Ici, hein, si on se met dans une approche durandienne par les fameux SAI, je m'éloignerai bien sûr de ça, mais je vous montrerai que cette question de la médiatisation de la réponse émotionnelle, elle est aussi actuellement un débat qui existe parmi les théoriciens des émotions. Alors, je caricature peut-être le propos, mais l'idée, effectivement, c'est de dire que l'approche de Durand, finalement, va assez mal s'adapter à une approche cognitiviste pour laquelle on va mettre au cœur de ce questionnement de la cognition des manipulations cérébrales de représentation. Ça, pourquoi pas, l'imagination peut manipuler des représentations, mais avec une hypothèse forte qui est une hypothèse de manipulation amodale, c'est-à-dire de représentation qui ne nécessite pas de réintroduire des activations corporelles ou des liens avec le corps pour manipuler ces représentations. Donc l'approche cognitiviste, elle a été fondamentalement basée dans l'étude de ces représentations qui se construisaient ou qui se mettaient en place ou qui pouvaient être ensuite manipulées de manière amodale, c'est-à-dire sans remettre en question le mode perceptif qui a été engagé pour créer cette représentation. Ces dernières années, on vous l'a présenté à différentes reprises et notamment, je suis heureux de passer après la présentation qui a eu lieu ce matin sur la cognition incarnée dans le langage. Eh bien, on a un modèle qui vient se proposer en alternative des modèles cognitivistes qui sont des modèles alors qu'on a appelé de cognition située ou énactée. Et puis, quand on est sur une phase encore dans une hypothèse un peu plus dure, entre guillemets, de cognition incarnée qui vient apporter des éléments intéressants. Alors, pourquoi je le réévoque ici? Parce que quand on parle de cognition incarnée, on va finalement réintroduire une connexion, un côté finalement assez indivisible du fonctionnement mental ou cérébral et des activités corporelles qui permettent l'interaction avec l'environnement, qui dans une perception évolutionniste a complètement du sens, hein, puisque quand on envisage la complexification du cerveau, eh bien cette complexification elle a un sens à partir du moment où elle a permis à l'être humain de s'adapter
à un environnement changeant. Et donc, sa fonction première au cerveau ou au langage, par exemple, est de nous permettre de mieux réagir, de mieux s'adapter à ça. Et dans ce cadre-là, va se poser la question des émotions, justement, à deux titres. Hein. La première, c'est parce que, eh bien, quand on parle d'émotions, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, on envisage quasiment de manière systématique un aspect incarné de la réaction émotionnelle. Hein. La différence entre faire un calcul mental 3 x 4 et avoir peur, eh bien, c'est que mon cœur va palpiter, mes jambes vont trembler, mes mains vont suer. On imagine une modification physiologique. Donc, le corps est complètement impliqué dans ce qu'on appelle l'émotion en tant que telle. Ça, c'est le premier élément qui est important. Et puis, le deuxième, on va le voir, c'est que cet aspect adaptatif de l'émotion va être au cœur de toutes les théories émotionnelles. Donc, cette approche incarnée, je passe vite dessus. J'avais plusieurs éléments à développer, mais ils ont été présentés très bien et sans doute mieux que je l'aurais fait par différents intervenants aujourd'hui et hier. Hein. C'est cette fameuse approche qui a été plus vulgarisée par Barsalou en psychologie, qui va proposer qu'en opposition des approches cognitivistes, on peut effectivement proposer des approches incarnées dans lesquelles les connaissances sont modales. Et utiliser des connaissances, ça va donc pas justement être dans une manipulation de représentations abstraites, mais de manipuler des représentations qui ont une nature sensorimotrice, qui vont être activées avec des très jolis travaux hein, qui sont en faveur de ces éléments-là. Et la chose sur laquelle il va falloir revenir, ou sur laquelle on reviendra tout à l'heure, c'est que à ce modèle, il y a deux corollaires, deux hypothèses, deux attentes principales notamment. La première, c'est que les états cérébraux qui représentent online la perception, donc qui sont activés au moment où vous percevez un objet, au moment où vous déplacez un membre, eh bien, ces états cérébraux devraient être réactivés dans des situations qui sont offline. Donc, quand on va réévoquer en mémoire cet élément, eh bien, on devrait, ou par le langage ou par la mémoire, réactiver une partie de ces activations sensorimotrices. Et la seconde, c'est que pour comprendre une situation, eh bien, il y a nécessité de réactiver ça. Alors ça, c'est important parce que c'est tout un domaine de la psychologie qui s'est intéressé à ça, notamment sur une partie sur laquelle je reviendrai assez moins, de la psychologie des émotions, qui est sur la capacité à reconnaître l'émotion chez autrui, et avec tous les processus qui vont venir se greffer à ça, notamment les processus empathiques, qui, pour avoir de l'empathie pour quelqu'un, il va falloir être capable de reconnaître chez autrui l'état dans lequel il est, et cette reconnaissance va devoir passer par une réactivation chez soi des états similaires, donc a priori des émotions identiques, hein, pour être capable de reconnaître la peur chez autrui. Eh bien, un modèle incarné suppose qu'on va activer chez soi, au moins partiellement, des réseaux de la peur, et donc il y a toute une littérature en lien avec les neurones miroirs aussi, sur lequel je reviendrai un tout petit peu. Donc l'important à retenir, c'est que ce que je vais vous proposer, c'est que finalement, dans ce modèle de la cognition incarnée qui a été évoqué beaucoup pour la mémoire, pour le langage, on l'a vu également ce matin, eh bien, on peut considérer que les émotions sont quasiment l'incarnation parfaite de l'incarnation de la pensée, de par le fait qu'une réponse émotionnelle est une réponse avec une composante physiologique. Donc, j'essaie de défendre cette idée. Un autre point sur lequel qu'il faut avoir en tête, c'est une littérature sur laquelle je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais qui est très importante pour, si vous êtes intéressé, c'est une suggestion de littérature que vous devez sans doute connaître, hein, c'est qu'à l'époque où Changeux va proposer son fameux homme neuronal, et l'idée finalement de cette connectivité existante dans le cerveau, expliquant un certain nombre de processus, eh bien, en plus, parallèlement à ça, va apparaître en France un autre chercheur neurobiologiste, hein, qui est Jean-Didier Vincent, qui va redonner ses lettres de noblesse, notamment d'une part au cerveau mouillé, c'est-à-dire à ce cerveau hormonal qui va venir, dans lequel nous allons baigner à chaque instant, et qui va venir aussi modifier, construire les comportements. Et avec cette phrase qu'on peut retrouver donc dans Biologie des patients, hein, Jean-Didier Vincent va dire « Je suis parce que je suis ému et parce que tu le sais ». Donc il va remettre au cœur du fonctionnement et de l'identité d'un individu le caractère émotionnel de ce que peut vivre une personne à un moment donné. Alors, dans ce cadre-là, comment on va pouvoir articuler
les émotions et la cognition. En fait, on a 3 positions possibles qui ne sont pas forcément d'ailleurs des positions incompatibles les unes par rapport aux autres. La première position, la plus classique, c'est de considérer que la cognition, les cognitions élevées, les cognitions complexes, sont l'apanage de l'être humain et que les émotions vont être des éléments perturbateurs de cette cognition et qui n'ont finalement peu d'intérêt à être étudiés pour comprendre l'individu, puisqu'ils sont l'apanage d'un cerveau assez antique. On a parlé du cerveau triunique hier, je crois, pour rappeler cette construction de 3 cerveaux qui était à l'origine, dans les années 50, une position en disant, voilà, il y a un cerveau basique, reptilien, et qui est à l'origine de nos réactions. Et dans ce cas-là, il est peu intéressant de voir les modifications qui seront en lien avec ce cerveau basique. Et dans ce cadre-là, les émotions sont perturbateurs et ont finalement peu d'intérêt. Alors, on attribue généralement à Platon, puis à Descartes cette position-là, puis surtout, dans ce que je connais moi plus, à la psychologie cognitive, une conception de ce type qui va se dire « focalisons-nous sur des processus cognitifs de haut niveau et les fonctions exécutives, la mémoire, etc. et laissons de côté les processus perturbateurs que sont les émotions ». De manière complètement opposée, vous avez un champ que doit bien connaître Sophie Schwartz, parce qu'un laboratoire qui a beaucoup fait pour développer cette idée-là se trouve à Genève. C'est le laboratoire de Klaus Scherer, qui a proposé, dans un modèle sur lequel je reviendrai à la fin de ma présentation, que il n'y a pas de sens à distinguer les émotions des cognitions, puisque les émotions sont elles-mêmes des cognitions particulière, certes, mais comme toute cognition finalement, et que dans certains modèles, un des modèles dominants, un des 4 modèles en compétition qui essaie de comprendre comment les émotions peuvent apparaître et émerger chez l'être humain, en psychologie en tout cas, l'approche évaluative, on garde souvent le terme anglais d'approche d'Appraisal des émotions, va proposer que l'émotion est entre guillemets une cognition comme une autre. Et puis enfin, nous avons aussi tous les travaux que vous connaissez mieux de ce que j'ai découvert en tout cas en organisant puis en vous écoutant attentivement durant les différentes présentations qui ont eu lieu aujourd'hui et hier. On a l'idée aussi que les émotions peuvent être des guides de la cognition, et donc ce sont des éléments qui ont été évoqués par Spinoza, on l'a évoqué aujourd'hui, mais surtout qui vont être défendus par Damasio dans un cadre qui est finalement, même si lui ne donnait pas ce nom-là à l'époque, un cadre qui est un cadre de cognition. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Alors, il y a une phrase que souvent on donne en cours, tous les enseignants qui ont en face d'eux un parterre d'étudiants de psychologie. On a cette phrase qui dit que chacun sait ce que c'est qu'une émotion jusqu'à ce qu'on lui demande de donner une définition. Donc, effectivement, c'est assez complexe. Actuellement, il n'y a pas encore de consensus. Ça fait des années qu'on travaille sur les émotions sans pour autant arriver à avoir une définition claire, absolue, suffisante de ce qu'est une émotion. Dans le cadre de ma présentation ici, je vais vous proposer 2 manières de l'appréhender. D'abord comme un système contraint, et je vais vous expliquer pourquoi j'appelle ça un système contraint, puis ensuite sur un système médié. Alors, même si les différents modèles qui existent ne sont pas d'accord forcément sur la définition, les éléments nécessaires et suffisants pour définir une émotion, globalement, tous s'accordent pour identifier les émotions comme étant un phénomène multicomposante. C'est-à-dire qu'on va y avoir dedans une composante d'expression comportementale, le fait d'écarquiller les yeux, de me déplacer à l'arrière, à l'avant, d'avoir une corporéité associée à l'émotion, un aspect de préparation motrice qui va être en lien avec la réponse physiologique. Mon cœur va commencer à s'accélérer, le sang va se déplacer de certains organes, par exemple l'intestin, qui n'a pas d'intérêt si je veux courir et fuir. Eh bien, on va avoir une vasoconstriction qui va apparaître à cet endroit-là, une vasodilatation à d'autres endroits. Et puis des aspects plus cognitifs ou plus expérientiels, comme une évaluation de la situation, et puis un ressenti qui est l'expérience émotionnelle en tant que telle. La grosse différence entre les modèles, c'est le poids qui va être donné à ces différentes composantes. La question qui s'est posée, c'est est-ce qu'un élément est nécessaire et suffisant pour parler d'émotion? Eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Par exemple, on parle d'expérience émotionnelle et un grand nombre de chercheurs en psychologie considèrent que est émotionnel
quelque chose qui va correspondre à un auto-report par la personne comme étant un ressenti affectif. C'est émotionnel parce que je le dis que c'est émotionnel. Alors pourquoi pas, hein, cette définition peut être suffisante. Néanmoins, on a toute une série de travaux qui est apparue dans les années 80, grâce à des techniques tachytoscopiques, qui montrent qu'en présentant de manière subliminale, donc non perçus consciemment, des stimuli qui peuvent être des stimuli émotionnels, je présente un serpent phobique par exemple, eh bien la personne, quand je lui demande ce qu'elle a vu, elle me dit « je ne sais pas, j'ai vu un flash ». Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas d'expérience émotionnelle. Et si je mesure ses réponses physiologiques, son rythme cardiaque, sa réponse électrodermale, c'est-à-dire la sudation, eh bien, on voit une réponse typique de la peur. Donc, la personne n'a pas eu d'expérience de peur, pourtant, elle a une réaction physiologique de peur. Est-ce qu'on peut parler d'une émotion? Dans une autre caractéristique, si vous prenez une personne qui a une lésion de la moelle épinière à un niveau assez élevé, par exemple, qui est tétraplégique, cette personne va parfois, d'ailleurs, on pourrait revenir là-dessus, il y a des débats intéressants, mais on peut avoir une réduction du ressenti émotionnel, mais ce ne sont pas des personnes pour lesquelles l'émotion a complètement disparu. Pourtant, la réponse motrice, la réponse physiologique associée à l'émotion est complètement absente. Donc s'il n'y a pas besoin de réponse physiologique, qu'est-ce qui est finalement l'élément qui distingue l'émotion d'un autre processus? Alors j'ai des questions, mais je n'ai pas de réponse à ça. Globalement, on va considérer que c'est idéalement la présence de ces 5 composantes qui pourront nous valider l'apparition d'une émotion. Alors néanmoins, il y a une composante qui a un intérêt particulier aujourd'hui, qui est la composante de réaction physiologique. Alors ce que vous avez à droite, ce que je viens de faire apparaître à l'écran, c'est une étude qui a été publiée dans PANAS, dans une grosse revue, une des plus grosses revues qui publie des aspects notamment sur les travaux en psychologie, et qui sont des cartes qui ont été faites par une équipe de Finlande qui rapporte quelles sont, alors c'est intéressant parce qu'on a l'impression que ce sont des cartes de température, mais ce sont des cartes d'auto-report, c'est-à-dire que les personnes, on leur demandait d'indiquer sur un petit schéma qui est en face d'eux quels étaient les endroits dans leur corps où ils ressentaient des choses quand ils étaient en colère, en peur, etc. etc. Donc ici, ce sont des cartes individuelles, ce sont des cartes de report, d'auto-report des individus, de la manière dont ils ressentent les émotions. Et c'est intéressant par rapport à ce qu'on a évoqué avec l'imaginaire, puisque l'idée, c'est est-ce que ça correspond à des changements objectifs différents d'une émotion à l'autre, ou est-ce que ça correspond à un imaginaire de ce que peut être une émotion? Je reviendrai sur ce questionnement-là peu après. En tout cas, le premier message que je veux vous mettre ici, c'est l'idée que la réaction physiologique, c'est quelque chose qui correspond à quelque chose d'assez typique dans les processus, psychologiques. Si je suis en train d'avoir une pensée sur un objet, mon téléphone par exemple, et que je commençais à avoir le cœur qui bat un peu plus, les mains qui suent un peu, etc., sans doute que la pensée que j'ai vis-à-vis de ce téléphone, le coup de fil que j'attends, la sonnerie que j'entends, eh bien, elle est émotionnelle. Donc la réaction physiologique, c'est quand même une composante qui est très particulière par rapport à d'autres processus mentaux qui peuvent être plus éthérés, entre guillemets, en tout cas, pour lesquels on voit moins de réactions corporelles associées. Alors, pourquoi c'est important de vous dire ça? Parce que quand on a une réaction émotionnelle, nous avons ce schéma qui est à droite, qui correspond à l'activation qui va apparaître globalement de ce qu'on appelle nos viscères. La particularité de la réaction émotionnelle, c'est qu'elle très rapidement, elle met en activité une partie de notre système nerveux qu'on appelle le système nerveux autonome, dont la particularité, comme son nom l'indique en anglais, système nerveux autonome, vous n'avez pas de contrôle direct et volontaire sur ce système nerveux. C'est pour ça que les détecteurs de mensonges, par exemple, ont été utilisés sur le système nerveux autonome, puisque si vous décidez de diminuer votre rythme cardiaque volontairement, on pourrait décider, allez, maintenant on le fait tous, dans 3 secondes, on passe tous à 70 battements minute, on n'est pas capable de le faire volontairement. Donc c'est un système qui se met en branle automatiquement lorsque notre cerveau s'estime dans une situation qui a une pertinence élevée et pour lequel il y a une nécessité de se mettre en action. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a un point qui a été montré ces dernières années qui est assez intéressant, c'est qu'on sait maintenant que ce système il est largement bidirectionnel. C'est-à-dire que ce système nerveux autonome, il envoie des informations au corps pour accélérer le rythme cardiaque, pour diminuer l'activité de notre intestin, etc., etc. Mais il envoie aussi des signaux de ces organes vers notre cerveau.
Et cet envoi, il n'est pas anodin, parce que par exemple, si vous prenez un nerf, qui est le nerf vague, hein, ce nerf vague, c'est un des principaux nerfs qui viennent activer le système nerveux, qui fait partie du système nerveux autonome, en particulier qui va venir moduler l'activité cardiaque. Et bien le nerf vague, on sait maintenant que la majorité des fibres du nerf vague sont des fibres qui vont partir du cœur vers le cerveau. C'est-à-dire que ce nerf vague, qui a longtemps été considéré comme un nerf effecteur, hein, qui vient envoyer une information à un organe pour que cet organe s'agite, s'active, eh bien, on sait maintenant que la majorité des informations, il l'envoie de l'organe périphérique, c'est-à-dire de notre corps, vers notre cerveau et qui renseigne à chaque instant l'état dans lequel, notamment, notre cœur se trouve. Donc, ce système nerveux autonome, ce système physiologique qui relie la pensée, qui relie l'organe de la pensée, notre cerveau et notre corps, eh bien, a des relations bidirectionnelles et avec énormément d'informations qui remontent du corps vers le cerveau. Alors, ça va nous permettre de parler de travaux que vous connaissez sans doute. Alors, on reparle de William James, hein, ça fait à plusieurs reprises qu'on a entendu ce nom, parce que c'est sans doute en psychologie un des plus grands chercheurs en psychologie expérimentale, qui a travaillé sur des sujets aussi divers que la mémoire, la conscience, etc. Et également, il est une personne qui est très fréquemment citée pour ses travaux sur les émotions. Donc James a fait partie d'une célèbre controverse, hein, qui est toujours évoquée quand on veut en préambule présenter les premiers pas de la psychologie, des sciences affectives en tout cas. Et James va avoir une approche qu'on appelle périphéraliste. Cette approche périphéraliste est la suivante. Il va dire, elle est résumée généralement avec cette phrase qui dit « Je ne pleure pas parce que je suis triste parce que je pleure ». Ce que veut dire cette phrase-là, c'est que pour lui, ce qui initie, ce qui est l'élément à l'origine de l'émotion, ce sont des changements physiologiques automatiques. Et c'est la prise de conscience de ces changements physiologiques qui va faire naître l'expérience émotionnelle. Donc, on a une logique très périphéraliste, vous le voyez. C'est que je vois un ours, mon cœur s'accélère, mes yeux s'écartent, mes jambes vont commencer à flageoler éventuellement. Et c'est tous ces changements-là qui vont être reçus par le cerveau, qui vont permettre à ce cerveau d'identifier un état phénoménologique particulier qu'on va appeler la peur. La controverse James Cannon vient du fait que quelques années plus tard, un autre célèbre chercheur, à l'origine notamment du concept d'homéostasie, Cannon, va proposer une approche qui lui est plus centraliste et qui va dire, bien non, ce qu'il va y avoir, c'est un processus d'évaluation qui va donner naissance à une expérience émotionnelle et la répercussion corporelle de cette expérience émotionnelle, c'est qu'une fois qu'on a cette expérience, il y a des changements physiologiques qui apparaissent, qui sont une simple conséquence du ressenti qui vient d'être construit. Donc, il y a d'abord une approche centrale. Ce qui est intéressant, c'est que le bon sens semble nous indiquer que l'approche de James, elle est un petit peu caricaturale, puisque effectivement, envisager qu'on a toute une série de changements et seulement après apparaît l'émotion, ça semble pas forcément avoir du sens. Pourtant, un certain nombre de modèles actuels assez influents, dont un sur lequel je vais revenir, prétendent que cette approche périphéraliste est correcte, et notamment l'approche de Damasio, même s'il est dans une vision modérée, est une approche périphéraliste, hein, puisqu'elle va redonner ses lettres de noblesse, son importance dans les changements périphériques, dans l'apparition d'un certain nombre d'états. L'autre élément qui est important, dans lequel se retrouvent tous les modèles, malgré leurs différences, c'est l'idée que l'émotion a une valeur adaptative. Alors, Charles Darwin a écrit, finalement, on connaît souvent Charles Darwin pour son ouvrage « L'origine des espèces », mais il faut savoir qu'il y a un deuxième ouvrage qui est central dans les travaux de Charles Darwin, qu'il a écrit 13 ans plus tard, qui s'appelle « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux », et qui va défendre l'idée que les émotions sont quelque chose qu'on va retrouver de manière universelle et de manière et avec une apparition, une émergence assez rapide au cours de l'évolution. Pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? Parce que l'aspect universel des émotions est une hypothèse forte associée notamment au caractère inné de l'apparition d'une émotion. Et donc, je vous disais tout à l'heure qu'on parlait d'une première tentative en termes de système contraint. Le côté inné de cet aspect-là, c'est-à-dire l'idée qu'on nous aurions tous un nombre d'émotions, alors ils sont variables hein,
d'une approche à l'autre, mais l'approche dominante actuelle considère qu'on aurait 6 émotions de base, donc les 5 émotions qu'évoquait sans doute Sophie tout à l'heure avec le petit dessin animé, la joie, la tristesse, le dégoût, la colère et la peur, à laquelle on rajoute généralement la surprise. Donc ces émotions de base, on devrait les retrouver chez tous et devraient s'activer selon un pattern automatique de lien entre un stimulus particulier, par exemple un serpent, va évoquer automatiquement, par exemple, la peur. Donc cette approche universaliste et évolutionniste, elle a un petit peu de sens et on le retrouve d'ailleurs même dans la construction même du mot émotion, hein, puisque on peut, si on recherche la racine d'émotion, elle va signifier une mise en mouvement, une préparation vers l'extérieur. Et d'ailleurs, on peut retrouver des tableaux qui reflètent la pensée de Darwin en essayant d'identifier en quoi une émotion est adaptative et quels sont les comportements qui sont associés à l'émotion. Je vais illustrer avec 2 exemples simplement. Par exemple, si je prends l'émotion de dégoût, eh bien, l'idée du dégoût, c'est que lorsqu'on a en face un stimulus dégoûtant, une odeur ou un aspect, on va avoir un élément que je vais juste vous montrer là, et je remettrai mon masque après, qui va être le fait de froncer le nez, et donc de bloquer ici, en faisant ça, par ce système-là, je bloque l'arrivée d'air dans mes narines, et j'ai un geste de recul. Et donc ces 2 éléments-là vont faire que le stimulus qui me dégoûte, qui a priori, s'il me dégoûte, un stimulus dangereux, parce que peut-être pas bon pour mon corps, eh bien, je vais m'en protéger par le blocage de la respiration et par le fait de me reculer de la source de cet élément-là. Donc, pour Darwin, l'émotion de dégoût, elle est adaptative parce qu'elle me permet de m'éloigner d'un stimulus qui est désagréable. Si je prends la peur, c'est d'autant plus vrai, hein, eh bien, cette fois-ci, j'ai un stimulus qui est en face de moi, qui va être un stimulus menaçant, et la réaction qui est associée à ça, la fuite, va me permettre de m'éloigner d'un stimulus qui est potentiellement dangereux pour moi. Et donc, on peut, à l'envie, faire pour l'ensemble des émotions de base, identifier en quoi les comportements qui sont associés, les préparations qui sont mises en place avec ces émotions sont adaptatives. Une illustration de ça, c'est sans doute le chercheur le plus connu dans l'étude de la neurobiologie des émotions, hein, qui est Joseph Ledoux. Joseph Ledoux a proposé un modèle, je vais vous en présenter qu'une partie, vous connaissez sans doute les 2, mais pour l'instant, je vais faire qu'une seule partie, montrant comment on peut avoir chez l'animal, lui il a démontré chez l'animal, il y a des études qui ont été faites de nouveau avec par exemple certains travaux à Genève qui ont eu lieu là-dessus, qui sont très jolis en imagerie, qui confirment ça chez l'homme, avec l'idée qu'il existerait une voie très rapide, sous-corticale, qui va venir identifier un stimulus comme étant potentiellement dangereux, et donc venir activer cette petite structure, l'amygdale, qui va ensuite déchaîner toutes les réponses du système nerveux autonome dont je vous ai parlé, qui vont donc s'accompagner des réactions motrices et physiologiques de la peur. Donc l'idée chez l'animal notamment, c'est qu'il va montrer qu'en moins de 30 millisecondes, eh bien, un animal face à un stimulus dangereux, par exemple à ce serpent, peut déjà avoir mis en place ce stimulus, cette réaction de peur, sans même encore avoir conscience de ce que peut être ce stimulus. D'accord ? La vitesse de cette réaction-là, le fait que les voies qui sont engagées sont des voies sous-corticales et non corticales, font qu'il n'y a pas nécessité d'avoir une conscience, un étiquetage volontaire du stimulus pour arriver à réagir de manière émotionnelle à ce stimulus. Donc il y a une sorte de pré-câblage sous-cortical qui va être mise en place. Alors ce modèle-là, il a été fortement défendu, l'approche darwinienne, principalement par les modèles des émotions de base, hein, notamment par les travaux d'Ekman, qui va, dans les années 80, notamment présenter une série de travaux assez jolis, démontrant l'universalité au travers des différentes cultures humaines des différentes émotions de base. Alors, notamment, ces travaux, les souvent cités, hein, sont des travaux qu'il a fait en comparant des performances dans 2 étapes, la reconnaissance des émotions, des expressions faciales émotionnelles, et la production d'expressions faciales émotionnelles dans une population de Nouvelle-Guinée. Pourquoi Nouvelle-Guinée ? Parce qu'à l'époque, il avait fait d'autres mesures dans d'autres populations, sauf qu'à chaque fois, on lui reprochait, par le poids qu'avait la culture américaine, que finalement, on n'était pas dans des personnes avec une naïveté sur les expressions faites par des personnes
personnes caucasiennes et qui pouvaient donc avoir déjà été confrontées à ça. Donc il a trouvé en Nouvelle-Guinée une peuplade qui n'avait jamais été confrontée à aucun occidentaux de leur vie et leur a présenté des différentes photos représentant les émotions de base, peur, tristesse, colère, dégoût, etc. Et il a essayé de mesurer les performances de ces adultes et de ces enfants à ces présentations de personnes qui n'avaient jamais vu, une blonde caucasienne ici pour le coup, avec des expressions typiques des émotions. Et ce qu'il constate dans cette étude, c'est que dans cette population, eh bien, les performances, comme dans d'autres cultures qu'il a pu tester d'ailleurs, les performances sont aussi bonnes en termes de reconnaissance d'expression faciale, suggérant l'universalité des différentes expressions de l'émotion. Très rapidement, il observe des éléments similaires en ce qui concerne la production émotionnelle. Cette fois-ci, il va demander aux individus de produire spontanément des éléments qui pourraient correspondre à ce qu'il pourrait ressentir s'il avait tel élément devant lui, etc. etc. Et il montre aussi que l'expression des différents types d'émotions semble universelle et on retrouve des patterns similaires dans ces populations. Donc ça, si on s'arrête là, on a l'impression finalement qu'on a affaire à un système assez ancestral, l'émotion, reposant sur un cerveau plutôt ancien, une partie de notre cerveau plutôt ancien, et pour lequel il y a peu de place pour un médiateur, peu de place pour quelque chose qui vient venir transformer la perception qu'on a de l'émotion. Alors vous doutez bien que cette position-là, elle a été depuis remise en question. Alors la première, on la doit, enfin pas la première d'ailleurs, c'est pas la première, mais une illustration de ça qui est importante historiquement, puisque je vous l'ai dit, la psychologie cognitive a longtemps laissé de côté l'étude des émotions et c'était interdit de travailler sur les émotions en psychologie jusqu'à la publication de l'erreur de Descartes qui a eu une répercussion à la fois en psychologie, et je l'ai découvert aujourd'hui aussi en philosophie, visiblement, mais qui a permis de redonner ses lettres de noblesse à l'étude des émotions de par les travaux d'Antonio Damasio. Donc dans cette étude, notamment, ce qui est intéressant, c'est toute une série d'éléments qui démontrent qu'un individu pour lequel tous les processus qui va suite à une lésion cérébrale, suite à un AVC, suite à un accident, il a toute une série de cas de patients assez atypiques. Damasio va démontrer que lorsqu'on a affaire à une personne qui va avoir une préservation de ses capacités cognitives, mais une atteinte de ses capacités émotionnelles, eh bien cette personne se retrouve complètement inadaptée dans la vie de tous les jours et n'est plus capable de faire les bonnes décisions, de faire les bons choix. Il va donc souligner la nécessité d'un système émotionnel intègre, fonctionnel, pour réagir de manière pertinente aux stimulations et aux contraintes de l'environnement et des situations de vie qu'on retrouve en face de soi. Alors, en particulier, moi, je vais peut-être passer ça. Donc, on a vu un peu Damasio. L'important... Oui, si, voilà. Juste, donc la tâche qu'utilise souvent Antonio Damasio, c'est une tâche qui est la Iowa Gambling Task, l'IGT, qui consiste à faire un nombre répété de choix entre 4 tas de cartes, sachant que les participants ne le savent pas, mais chaque choix qu'ils font, ils gagnent un peu d'argent ou ils en perdent un peu, ça ils le savent. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a 2 tas de cartes qui sont favorables, qui leur permettent à long terme de gagner plus d'argent, et 2 tas qui sont défavorables. Ce qui est intéressant dans ces études, c'est qu'ils montrent que chez des sujets sains, eh bien, progressivement, chez les participants lambda, la population générale, progressivement, au fur et à mesure des essais, on va commencer à avoir une préférence pour les tas qui sont avantageux, qui donnent de l'argent de manière durable, et on va délaisser les tas désavantageux. Et ce que vous avez à droite, ce sont ici des études de choix. Donc le 10, c'est le hasard, c'est sur 20. Donc la personne n'a absolument pas intégré la règle, de personnes qui ont des lésions de structures qui ne sont pas des structures nécessairement de la cognition. Par exemple, au milieu, là, c'est 5 patients qui ont une lésion de l'amygdale, donc une structure de l'émotion. Et on voit chez ces patients avec une lésion amygdalienne qu'il y a une incapacité à apprendre cette règle qui permet de faire des choix adaptés. Alors, ce qui est intéressant dans le modèle de Damasio qu'on va retrouver dans d'autres études, c'est l'idée que ce qui va être utilisé pour faire ces choix adaptés, ce sont les feedbacks émotionnels, ce sont les remontées physiologiques dont je vous ai parlé tout à l'heure qui dépendent du système nerveux autonome.
Il y a toute une série de travaux dans des domaines différents. Là, je vous présente par exemple des études qui sont intéressées à ce qu'on appelle la rétroaction faciale. Alors, ces travaux, généralement, ils sont assez élégants parce que l'objectif, c'est d'arriver à essayer de tester l'impact d'expression émotionnelle dans le ressenti qu'on peut avoir d'éléments qu'on est en train de vivre. Sauf que l'objectif, c'est de faire ça de manière à ce que le participant ne se rende pas compte qu'on le manipule sur ces éléments-là. Donc, par exemple, il y a les fameuses expériences du crayon que je vous présente ici, où on demande à la personne de regarder des petites scénettes ou des petites BD, et on lui demande de faire ça en tenant un crayon dans la bouche de différentes manières, soit avec les dents, ce qui l'oblige à sourire obligatoirement, soit avec les lèvres, ce qui l'empêche de sourire. Et quand on fait ça et qu'on évalue quel est le ressenti auto-rapporté de ces personnes sur des scénettes amusantes, eh bien les personnes qu'on a obligées à sourire trouvent les scénettes plus amusantes que les personnes qui n'ont pas pu sourire. Et ça va même plus loin, puisque si on mesure les réactions physiologiques associées à ces scénettes, eh bien on se rend compte que les personnes qui ont pu sourire ont des réactions émotionnelles avec une intensité plus élevée que les personnes qui n'ont pas pu avoir ce sourire. On voit ici, vous voyez, l'impact simplement d'une contrainte qui est celle de l'état de mon visage. Est-ce que mon visage va être triste, il va être en colère ou pas, sur l'auto-évaluation qu'on peut faire d'une situation. On retrouve également une application des neurones miroirs dont on a parlé aussi depuis une journée et demie maintenant dans le domaine des émotions, et de manière assez jolie. Et là, on va commencer à intégrer une partie du fait que, si vous réfléchissez bien, il peut y avoir une médiation. Notamment, la reconnaissance d'une expression faciale, émotionnelle, chez une personne, lorsqu'on mesure les activités cérébrales, lorsque cette personne reconnaît la peur, et quand on lui demande d'éprouver de la peur, quand on induit un état de peur chez cette personne, eh bien, ça vient activer des structures cérébrales qui sont similaires. Donc, on voit ici que la reconnaissance d'une émotion et la ressenti émotionnel vont activer des structures semblables. On peut se dire, bon, ok, structures semblables, neurones miroirs, donc on peut être à un niveau assez bas. Sauf qu'il y a des études que je trouve plus intéressantes dans le sens où on a fait la même chose et en testant des éléments qui demandent plus une projection psychologique dans la scène. Par exemple, dans une étude, on a demandé à un couple, on a fait en IRM, c'était une très jolie étude avec 2 IRM parallèles, et on a demandé à un couple de se mettre dans l'IRM, et on faisait 2 choses. On donnait un choc douloureux sur la main de l'homme, de ce couple, et on mesurait les régions cérébrales activées. Et en faisant ça, on constate qu'il y a une région qui s'active, spécifique, qu'importe la région, c'est pas très important ici, qui correspond au ressenti de la douleur. Et en même temps, on présente un film à la demoiselle qui est en train de filmer son compagnon en train de ressentir la douleur. Et on constate que chez la personne, on voit une activation similaire de la zone de la douleur chez la personne qui voit un autre en train de souffrir. Donc là, ça nécessite d'avoir quelque chose qui est une compréhension de la situation qui est vécue par l'autre pour activer des réseaux qui sont des réseaux empathiques de la douleur. On a des choses qui sont similaires sur des aspects. Voilà, parfait. On a des choses qui sont similaires sur le dégoût. Hein. Par exemple, ici, vous avez une étude qui s'intéresse aux activations cérébrales qui ont pu apparaître notamment dans une petite région qu'on appelle l'insula, enfin une grosse région d'ailleurs qu'on appelle l'insula, et qui va s'activer dans 2 situations en fait. L'insula va s'activer quand la personne sent une odeur qui est désagréable. On a une activation du dégoût. Mais si vous montrez la vidéo d'une personne en train d'exprimer le dégoût, eh bien l'insula s'active aussi. Et on voit qu'on a j'ai le mot anglais qui est écrit, donc je ne l'ai plus en français bien sûr, qu'on a un recouvrement partiel des régions qui vont s'activer à la fois pour le ressenti émotionnel et pour la perception de l'émotion. Donc ces neurones miroirs qu'on a déjà évoqués depuis un certain temps et qui ont d'abord été montrés sur le monde du cortex moteur chez le chimpanzé, hein, eh bien les études suggèrent que ces neurones miroirs peuvent être généralisés, en particulier dans des situations émotionnelles qui seraient les briques fondamentales nécessaires au processus d'empathie. Alors néanmoins, ce recouvrement, il n'est que partiel, et heureusement. Hein. Sinon, l'idée, ce serait que imaginer une situation, si on revient à l'imaginaire et la vivre, pour votre cerveau, ce serait exactement la même chose. Ça veut dire que vous seriez en train de vivre une hallucination, puisque vous ne seriez plus capable de faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est reconstruit. Donc cette activation, elle nécessite une activation partiellement
identiques, mais avec des différences qui doivent apparaître pour que notre cerveau soit capable de savoir quand est-ce que je me remémore une situation qui est émotionnelle et quand est-ce que je suis en train de la vivre vraiment dans cette situation-là. Alors, pourquoi on commence à avoir une part de liberté aussi? Parce que dans les modèles notamment qui sont successeurs de James, notamment le modèle de Damasio, eh bien, il va montrer que certes, il y a sans doute des étapes qui sont fondamentales et qui nécessitent une connexion forte avec le corps dans la construction de nouvelles expériences émotionnelles, par exemple, au cours du développement ou même à l'âge adulte, mais qu'une fois que ces constructions ont été réalisées, eh bien, il propose l'existence de boucles. Alors, hier, on avait le problème de la traduction. Moi, je l'ai toujours aussi ici. J'ai laissé le terme en anglais. De boucles as if, de boucles comme si, qui permettent de simuler la situation et donc qui ne nécessitent plus forcément l'activation corporelle associée à ça. Et ce qui explique sans doute, il y a des travaux qui sont réalisés actuellement dans mon laboratoire pour tester cette hypothèse, les différences qui peuvent exister entre des travaux qui montrent par exemple que des lésions de la moelle épinière s'accompagnent d'une diminution du ressenti émotionnel, et pour d'autres études, cette lésion n'impacte pas fondamentalement le ressenti émotionnel. Et sans doute qu'un des facteurs explicatifs de ça, c'est le moment où a eu lieu la lésion. Si vous avez une lésion de la moelle épinière qui apparaît très tôt au cours du développement, eh bien ces boucles corps-cerveau n'ont pas eu le temps de se mettre en place pour créer les expériences émotionnelles. En revanche, si elles ont lieu plus tard à l'âge adulte, par exemple, eh bien ce circuit de stimulation, cette boucle de stimulation existait déjà et ne nécessite plus de passage par le corps. Alors, Ledoux a bien indiqué, comme je vous le disais tout à l'heure, l'existence d'une voie sous-corticale, mais il est surtout également connu parce qu'il a montré que cette voie courte, comme il l'appelait, était complétée par une voie appelée voie longue, qui cette fois-ci allait mettre en branle des activités corticales qui avaient une fonction d'évaluation. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si un stimulus est émotionnel, il faut réagir très rapidement, mais vous pouvez vous tromper. Vous voyez une forme dans les feuilles, vous pensez que c'est un serpent, enfin votre cerveau l'identifie comme un serpent avec une voie courte, et puis ça vient être complété par une voie longue qui est une voie d'évaluation qui nécessite un accès à la connaissance en mémoire en disant finalement, ah ben non, je reconnais, ce n'est pas une vipère, mais c'est plutôt une couleuvre, et donc il n'y a pas de peur à avoir, et dans ce cas-là, vous allez éteindre la réponse émotionnelle. Donc on voit ici que peuvent émerger des processus qui viennent moduler cette réponse, et en particulier, rappelez-vous cette diapo que vous a présentée Sophie Schwartz, je crois qu'elle est partie là, mais cette diapo elle illustre bien le principe des modèles évaluatifs. Ces modèles évaluatifs, vous allez comprendre en quoi pour moi elles sont intéressantes par rapport aux approches de Durand, vont proposer que rien n'est émotionnel en soi. C'est l'interprétation de la situation qui me la rend émotionnelle. Et donc typiquement dans cette diapo, si vous ne voyez que la première partie, comme vous l'avez présenté Sophie initialement, vous pouvez dire bah tiens, c'est une émotion. À quoi ça vous évoque? Ça a l'air d'être univoque, universel, c'est quelque chose de joyeux et d'agréable. Sauf que si vous mettez à la place de cette personne, c'est de la jalousie et c'est une émotion négative qui est associée. Donc on voit ici qu'une même situation vécue, avec une perception différente, entraîne des émotions qui peuvent être complètement opposées. Et on peut illustrer ça de 1000 manières différentes. Vous voyez une personne avec un grand couteau, si vous êtes pas végétarien et que c'est dans une boucherie, vous allez vous régaler du morceau de viande qui va vous couper. Si c'est dans une forêt noire, eh bien, vous allez peut-être vous fuir de toutes vos jambes de cette situation-là. Donc, ce modèle évaluatif, il est intéressant parce qu'il propose différents processus, je ne reviens pas dessus, qui sont l'idée centrale des modèles évaluatifs, c'est que c'est d'abord la cognition qui intervient pour donner du sens à une situation. Donc, on va évaluer en quoi la situation elle a une pertinence pour moi, en quoi je peux être capable de la maîtriser, quelle est sa situation normative par rapport à mes normes sociales, par rapport à mes normes individuelles. Et une fois que ces processus sont mis en place, ils vont donner naissance à des changements moteurs, expérientiels, physiologiques, et c'est l'ensemble de ces changements-là qu'on définit comme étant une émotion. Et ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse derrière. Ce qui est plus important encore, c'est que ce modèle-là va aller plus loin en disant que si un changement apparaît, par exemple dans mes réactions physiologiques, eh bien ce changement va réentrer dans la boucle d'évaluation cognitive et va bénéficier de nouveau de ces mêmes évaluations cognitives. Et donc, l'idée, c'est que le changement physiologique ne va pas de manière précablée et automatique entraîner un état émotionnel, mais va nécessiter des évaluations en retour qui vont juger est-ce que mes changements physiologiques sont pertinents, est-ce que je peux les maîtriser, est-ce qu'il y a une signification normative. Et donc, il remet une case
d'évaluation cognitive entre le ressenti physiologique et l'expression qu'on peut en avoir. Alors, rassurez-vous, je finis, je vais bien sûr conclure. Alors, et l'imaginaire dans tout ça, je vais passer cette diapo. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi que, est-ce que, par exemple, il y a une étude très célèbre, est-ce qu'on a besoin d'une activation physiologique pour ressentir? Et dans une expérience assez ancienne de psychologie sociale, que je trouve toujours assez intéressante, on a fait croire aux personnes qu'ils entendaient un rythme cardiaque qui était le leur. Et on leur a présenté des diapositives érotiques. Et dans ces diapositives érotiques, la moitié, on leur faisait augmenter le rythme cardiaque, et artificiellement, on leur faisait entendre un rythme cardiaque qui augmentait, et pour l'autre moitié, on ne leur montrait pas de changement. Et ensuite, on demandait aux personnes quelles étaient les diapositives que vous avez préférées. Eh bien, les personnes indiquaient que les diapositives qu'elles préféraient, c'était celles pour lesquelles leur rythme cardiaque artificiel, ce n'est pas vraiment leur, avait augmenté. Et cet effet était très robuste puisque plusieurs semaines plus tard, on leur fait un débriefing, on leur explique que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas vraiment leur rythme cardiaque, on a quand même un peu d'éthique de temps en temps. Et une fois que c'était terminé, on leur disait, voilà, en fait, vous n'avez pas eu de modification, en tout cas, on ne vous l'a pas mesuré. Et on leur demandait de revenir plus tard et leur demander quel était le choix des images qu'ils préféraient. Eh bien, ils continuaient à préférer les images pour lesquelles on leur avait fait entendre un son de rythme cardiaque artificiel. De la même manière, les travaux qui ont donné naissance à la psychologie, aux approches évaluatives, sont les travaux de Lazarus, qui dans les années 60 va faire toute une série d'études pour montrer que l'évaluation qu'on faisait d'une situation était plus importante que la situation elle-même. Et donc, pour aller très vite dans ce que je vous ai présenté ici, ce qu'il faisait, c'est qu'il présentait différents films. Donc, par exemple, ici, un film sur une circoncision rituelle, et avec 4 conditions. Une condition où on n'entendait rien, une condition empathique, où on insistait sur la douleur de l'opération, et puis d'autres situations, comme par exemple un récit scientifique, où on montrait le geste chirurgical, etc., etc. Eh bien, quand on fait ça et qu'on mesure les ressentis des individus, eh bien, le même film, en fonction de la manière dont il est présenté, entraîne des réactions émotionnelles qui sont complètement différentes. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que même l'expérimentateur qui faisait ça, donc il a dû le faire une trentaine de fois, une cinquantaine de fois, eh bien, était lui-même incapable de regarder une des versions, qui était la version empathique, alors que c'est lui-même qui avait fait les montages, quoi. Eh bien, cette condition-là était insupportable pour lui à regarder. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus, juste avec un dernier élément pour vous montrer la puissance que peut avoir cet imaginaire au niveau cérébral. Dans une étude assez récente, on s'est intéressé aux effets placebo sur le ressenti émotionnel. Dans cette étude, c'est assez simple, on présentait des images de différentes valences, désagréables, une personne avec une main découpée, un serpent, des choses comme ça. Et on demandait aux gens d'évaluer ça, et on leur donnait dans un groupe un anxiolytique, en leur disant que c'était un anxiolytique, à notre groupe, on leur donnait un placebo. Et on mesurait les réactions cérébrales typiques des émotions négatives dans ces deux groupes par rapport à un groupe contrôle. Et ce qu'on constate, c'est que quand on fait croire aux personnes qu'on leur a donné quelque chose qui va réduire leur niveau d'anxiété, eh bien, ça réduit le ressenti émotionnel qu'ils peuvent avoir sur ces images. Donc, simplement en croyant qu'on a une substance dans le corps, eh bien, ça change même l'activité de notre cerveau avec le réseau de l'émotion qui ne s'active plus comme s'ils avaient eu un anxiolytique. Voilà, je vous remercie de votre attention.